Voilà, voilà, nous sommes enfin en scène, en vidéo. Donc, bonjour à tout le monde pour ce webinaire sur les nouveaux enjeux de la RSE qui vous est proposé aujourd'hui, ce matin, jusqu'à 10 heures par l'association Planète RSE. Donc, je vais avoir l'occasion, le plaisir d'animer ce webinaire avec tout un tas d'intervenantes et de témoins, essentiellement, comme vous le voyez, des dames, ce qui est plutôt bon pour la parité. Il n'y a malheureusement pas assez de garçons. Et nous aurons un jeune homme qui va venir témoigner un peu plus tard dans la matinée. Donc Thierry Fava, Planète RSE, je vais rapidement partager mon écran pour vous expliquer un peu comment nous allons dérouler, comment nous avons prévu de dérouler cette matinée. Voilà. Alors, oh là là, si ça se passe bien. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'on me voit l'écran correctement? Alors, les nouveaux enjeux de la RSE. Est-ce que mes amis peuvent me dire si on voit bien le partage? Non, là pour l'instant, il n'y a rien à l'écran. Rien du tout. Voilà. Alors, je vais recommencer. Hop. Excusez-moi, petit souci technique. On devrait être bon cette fois-ci. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon. Voilà, allez parti, ça y est, au nouveau départ. Les nouveaux enjeux de la RSE, donc l'association Planète RSE, qui bien sûr traite de RSE sur la région toulousaine. Je vais avoir l'occasion de vous en dire deux mots. Et donc, comme je le disais, plusieurs intervenantes de haut vol pour cette matinée. Donc, Anne-Simon Barquero, qui est consultante dans le domaine de la RSE de l'ESG et qui s'occupe en particulier de stratégie bas carbone. Donc, qui va pouvoir nous parler des sujets climat. Emmanuelle Parache, directrice de la SCOP Biocénis, qui va nous parler de biodiversité, qui est son domaine de spécialité. Justine Lebec, responsable du marché des entrepreneurs à la Banque Populaire Occitane, qui bien évidemment va nous parler de financement. Et des témoins, plusieurs témoins, Anna Bott en particulier, qui est donc directrice scientifique de la société Anterosis, qui est une société du domaine des biotechnologies, qui est une jeune entreprise installée pépinière du Sicoval. Nous allons avoir le plaisir d'avoir le témoignage de Nadège Bernard de la société Solar Paint, qui est un acteur qui propose justement des solutions pour la diminution des impacts carbone et des problématiques énergétiques. Et donc un petit peu plus tard dans la matinée, Cédric Gentil, qui est un jeune entrepreneur, membre d'un trio de start-upers qui vient de lancer une jeune entreprise dans le domaine de l'agroalimentaire, qui est la société Bio. Donc je rappelle que nous sommes dans ce webinaire organisé par Planète RSE avec le soutien du MEDEF 31. Il nous a gentiment proposé sa plateforme vidéo, de CJD et surtout Laetitia Mercadieu, qui est à l'origine même de la demande de ce webinaire, qui est membre du SICOBAL, qui s'occupe de prologue des biotech, des premières biotech du SICOBAL, que je remercie donc pour nous donner cette occasion de parler de VRF. Alors, je vais un peu introduire le sujet avant de laisser chacun de mes invités et des intervenants exposer plus en détail chacun des sujets de sa spécialité. Pour vous dire, donc, Planète RSE en quelques mots, c'est une association toulousaine, comme par hasard, qui a deux vocations. Une qui est de permettre aux petites et moyennes organisations de se situer et d'organiser leur démarche dans la RSE, comme c'est inscrit, et qui en particulier a développé un système relativement simple et robuste, une grille de critères qui permet à ces entreprises, les petites et moyennes, de se situer, de s'évaluer concrètement au niveau de la RSE, avec les éléments de preuve qui peuvent permettre de garantir qu'elles sont à tel ou tel stade dans le domaine de la RSE. Voilà. Donc, et la deuxième vocation, qui est une vocation qu'on pratique aujourd'hui, qui est en fait d'essayer de favoriser la connaissance de la RSE, de la coopération entre les parties prenantes sur le territoire, et qui, entre autres, en dehors des webinaires, se traduit par l'organisation d'événements comme le prochain événement qu'on organise, qui est assez connu, surtout nous en sommes à la 5e édition, qui est le grand procès de la RSE, qui cette année va se dérouler le 30 septembre 2021,
en présentiel à l'ICP, en soirée, l'occasion de parler de RSE dans un format assez original qui reprend les codes d'un procès. Voilà, vous avez le site pour pouvoir avoir des compléments d'infos. Donc, pour ce qui est d'introduire le sujet du jour, nous allons parler des enjeux de la RSE, des nouveaux enjeux de la RSE. On peut dire que nous sommes aujourd'hui entourés, encadrés dans un système d'enjeux qui montent en puissance. Des enjeux qu'on peut même dire qui sont devenus incontournables. Je vais essayer de les traduire ici en quelques sous-groupes. Vous avez bien sûr le sujet qu'on va essentiellement traiter aujourd'hui, qui est les enjeux concernant l'environnement, et en particulier les questions concernant le climat, la biodiversité, les pollutions, l'épuisement des ressources. Mais climat et biodiversité sont vraiment au cœur de l'actualité, avec, vous le savez, courant le second semestre de cette année, la COP 15 pour la biodiversité qui se déroule en octobre en Chine, et la COP 26, la fameuse COP 26 qui intervient au mois de novembre. On a également la loi climat qui va, à partir de la rentrée, nous donner de nouvelles réglementations concernant le climat. Donc vraiment des sujets très importants, mais qui rejoignent d'autres sujets qui sont aussi débattus depuis des années dans les entreprises, de petites ou grandes, dans le domaine social, tout ce qui concerne le bien-être au travail, l'agilité, cette fameuse recherche de sens qu'on prête aux nouvelles générations, mais qui, à mon avis, concerne aussi les plus anciennes. Toutes les questions au niveau du sociétal, c'est-à-dire l'inclusion économique, toutes les questions concernant l'organisation des villes, la santé, la mobilité. Le sujet, bien sûr, qui n'est pas neutre, économique, avec tout ce qui concerne aujourd'hui la gestion des risques, climat, biodiversité et bien d'autres. Les questions d'innovation, toutes les questions qui peuvent se poser sur les nouveaux marchés. Et bien sûr aussi, une notion peut-être un peu moins évidente, mais qui monte en puissance, c'est tout ce qui concerne la valeur partagée et toutes ces nouvelles logiques de business, logiques collaboratives que l'on voit se développer, qui sont certainement à autour de la notion de bien commun, l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité. Tout un tas de sujets extrêmement importants. Et que ce que l'on peut voir aussi, c'est que la Covid, qui nous a bien sûr occupé et qui continue à nous occuper depuis plusieurs mois, a vraiment, plutôt que faire disparaître des radars tous ces sujets, les a plutôt fait monter en puissance, et même en actualité. Et qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du plan de relance post-Covid, clairement, il est question de voir comment on peut organiser cette relance, comment on peut favoriser les financements sur cette relance avec des critères, comme on dit, des critères de RSE ou de SG. Voilà, ce qui peut perturber ceux qui n'ont pas trop suivi ce qu'il en est de l'RSE. Et pour vous dire quelques mots, et j'en finirai là sur justement cette notion de responsabilité sociétale de l'entreprise, qui aujourd'hui, même en termes qui se développent, on parle de SG, l'environnement social gouvernance, qui est en fait le regard que peuvent porter les acteurs financiers sur la responsabilité sociétale. Donc cette fameuse RSE qui est connue en partie pour, historiquement, le fait qu'elle s'est appuyée en France sur une norme, la norme ISO 26000, mais qui a semblé concerner pendant longtemps plutôt les grandes entreprises, avec un côté normatif assez fort, assez poussé, mais qui en fait au niveau de la RSE, quand on regarde, quand on s'y intéresse un peu plus en détail, c'est une notion qui date de pas mal d'années, même de 1953, et qui en fait appel à plusieurs sujets très importants qui font débat depuis longtemps dans notre société, qui concernent l'éthique. Entre autres, la RSE fait le pari qu'on peut faire du business ayant une certaine éthique, en développant des valeurs, une qualité de relation avec les parties prenantes. Parties prenantes et qui justement a un autre thème assez fort qui a été repris et englobé par la RSE, donc avec ce fameux débat entre les tenants d'une entreprise qui devrait se mettre uniquement, essentiellement au profit de ses actionnaires, et celle qui explique qu'une entreprise se doit forcément de prendre en compte beaucoup plus largement les attentes de l'ensemble de ses parties prenantes. Voilà un sujet qui est très fort au niveau de la RSE. Et bien sûr aussi, et surtout depuis les années 70, toute la notion de développement durable, donc avec ce fameux équilibre que nous demande de trouver au niveau des entreprises, des organisations,
entre le social, l'environnement et l'économique, le fameux triple notion de people, planet, profit, qui a donné naissance depuis quelques années à des référentiels, à des travaux au niveau international, avec entre autres l'ONU, qui après le Global Compact a posé comme grand référentiel international ce que l'on connaît aujourd'hui sous la forme des objectifs du développement durable, les fameux ODD, qui sont devenus donc une référence internationale, au même titre que la RSE est devenue également une référence internationale. En France, je le fais rapide, en 2019, une loi, en mai 2019, qui est venue redonner un cadre assez précis à ces sujets autour de la RSE, avec entre autres donc, une notion qui n'est pas non plus rentrée dans les radars de tous les acteurs, en particulier au niveau des PME, et donc une nouvelle obligation dans la loi Pacte qui considère qu'aujourd'hui, toute entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit le secteur d'activité, doit prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Une entreprise aujourd'hui, quelle que soit encore une fois sa taille et son secteur, ne peut pas développer son business sans être soucieux du social, de l'environnemental. La RSE est devenue quelque chose d'impératif au niveau de toutes les entreprises. Voilà, une obligation qui n'est pas encore vraiment passée dans les faits, dans les actes, et qui, quelque part, est le nouveau contexte autour de la RSE. Et en dehors donc de cet aspect obligatoire, de cette première échelle obligatoire dans la loi Pacte, des notions là sur la base du volontariat, que sont la possibilité pour les entreprises de définir une raison d'être, c'est-à-dire vraiment un sens, une utilité particulière à ce qu'elles peuvent faire, et de l'intégrer dans les statuts de l'entreprise. Et enfin, un troisième step encore plus engageant, qui est, là aussi, pour ceux qui s'intéressent, quelque chose qui monte en puissance, c'est la qualité de société à mission, où les entreprises qui ont défini une raison d'être et qui le mettent dans les statuts peuvent même donc se fixer des missions sociales, environnementales, et quelque part organiser elles-mêmes un contrôle de cette mission par des organismes tiers qui vont venir s'assurer que l'entreprise met les moyens pour réaliser cette mission et fait quelque part un rapport à ses parties prenantes à ce sujet. Comme je disais, Planète RSE, donc l'association Planète RSE, sa vocation, en fait, c'est dans ce contexte qui, pour certaines entreprises petites, surtout ou moyennes, peut sembler un peu trop complexe, d'essayer de tout ça, de le traduire en termes un peu plus explicites au niveau des TPE-PME, de faire que ces démarches-là soient profitables, parce que, encore une fois, le sujet de la partie économique, la responsabilité économique reste tout à fait d'actualité pour toutes les entreprises, en particulier celles qui sont, comme on dit, à but lucratif. Et encore une fois, que ces efforts des entreprises pour mieux se situer au niveau environnement social, tout ça soit mieux valorisé. Donc aujourd'hui, avec un gros débat concernant les référentiels, les labels, qui là aussi est un domaine dans lequel beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Voilà. Pour cette présentation un peu générique, ce qu'on va aujourd'hui essayer de voir ensemble, et grâce donc au soutien des intervenants, c'est de voir comment trois grands enjeux qui aujourd'hui sont quasiment devenus incontournables, au moins au niveau actualité, qui se traduisent par des choses plus ou moins concrètes au niveau de chaque entreprise, suivant son secteur, suivant sa taille. Mais on a donc trois enjeux qui me semblent incontournables, que sont les enjeux autour du climat. Vous savez qu'il y a un fameux rapport GIEC qui doit sortir, qui a déjà quelque part été un peu divulgué et qui dresse quand même un portrait vraiment plutôt flippant de l'avenir de la planète par rapport à l'évolution de la température. Le sujet de la biodiversité, qui est très très fortement lié à celui du climat au niveau des actions. Et en fait, comme je disais, le côté responsable, relance responsable. Qu'est-ce qu'on attend des entreprises aujourd'hui et au niveau du financement, des moyens qu'on leur donne pour se relancer, quels sont les impératifs en termes de RSE. Et je dirais pour, d'un côté, les PME, donc qui sont de toute taille, de tout secteur et qui ont une façon de voir la RSE de façon différente de l'une à l'autre, ou pour donc les jeunes entreprises, j'ai mis ici start-up, en fait c'est au sens large,
comment ça se passe entre ces enjeux et ce que certains considèrent comme les bonus quelque part d'une démarche RSE. On sait que la RSE, a priori, c'est reconnu maintenant, est une bonne façon de gérer les risques de l'entreprise. C'est plutôt favorable au niveau de l'image de l'entreprise, de sa réputation. Et on le voit surtout lorsqu'il y a des écarts de conduite assez rapidement pour les grandes entreprises, ça peut avoir un effet de réputation très négatif et qu'elles sont de plus en plus sensibles à ça. On a un effet là aussi qui est reconnu, de plus en plus reconnu au niveau du recrutement, de la fidélisation des collaborateurs. Donc un gros thème au niveau des ressources humaines. Tout ce qui concerne l'innovation, les nouveaux marchés que permettent toutes ces évolutions au niveau environnement, au niveau social, sociétal. La question de l'efficacité opérationnelle. Voilà, par principe, la RSE pousse à une façon de procéder qui est plutôt frugale, ou comme on dit, les troisièmes, de faire moins mais mieux. Moins mais mieux, ça d'accord, mais comment ça se passe? Et en fait, et enfin, je dirais aussi, la RSE ou l'ESG, aujourd'hui, permet d'accéder de façon particulière à du capital, à des financements qui sont fléchés pour favoriser cette relance responsable. Voilà le panorama global que je voulais rappeler. Voilà, que je voulais rappeler. Je vais maintenant demander à mes intervenantes et témoins d'intervenir à leur tour. Bonjour à Fabienne qui nous a rejoint. Donc, je vais tout d'abord demander à Anne Abbott, donc voilà, de la société Interosis, qui est une jeune société de biotech qui est installée au Sicoval, donc au niveau de la pépinière biotech, de nous dire un peu quelle est sa propre expérience de RSE, ses ambitions au niveau RSE. Et puis après, je demanderai donc à nos spécialistes, à nos experts de nous faire un topo pour passer de ce panorama un peu général à quelque chose de peut-être un peu plus précis. Voilà, Anne, je te laisse la parole. Oui, merci Thierry. Donc peut-être pour vous présenter un petit peu rapidement Enterosis. Donc comme l'a dit Thierry, on a une société qui a été créée, on a fêté notre 4e anniversaire au début du mois. Donc on est une jeune société, une petite équipe de 3 personnes. Et puis donc aujourd'hui Enterosis propose en fait de tester l'efficacité de molécules, donc ces molécules au sens large, que ce soit pour de nouveaux médicaments ou des compléments alimentaires ou pour des produits pour la dermocosmétique, pour pouvoir développer soit des nouvelles thérapeutiques ou des produits de soins. Et aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous, pour développer cette démarche RSE, c'est que, comme l'a rappelé Thierry, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose aussi au sein de la société qui nous tient à cœur de construire cette démarche. Donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir, dans un premier temps, se positionner, parce qu'il y a des choses qu'on fait déjà naturellement. Je pense notamment en sciences, tout ce qui va toucher à la R&D en termes d'éthique. On est déjà très réglementé, donc il y a des choses qu'on fait normalement en termes également de tout ce qui va toucher peut-être à l'environnement, au recyclage des déchets, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on fait naturellement. Puis il y a aussi l'enjeu de construire vraiment une démarche d'amélioration continue et de pouvoir se fixer des objectifs qui seraient évidemment réalisable avec le moyen et les capacités, les ressources que l'on a. Donc c'est vraiment tout cet enjeu-là qui nous interpelle. Et l'idée, c'est effectivement pouvoir répondre à des financements types et des appels à projets, parce qu'aujourd'hui, il y a même tout ce qui va être les prix, etc., pour gagner en notoriété. Aujourd'hui, on demande quels sont les actes mis en place pour cette démarche RSE, justement. Donc, et au-delà de cette, on va dire, cette réputation et cette notoriété, c'est aussi permettre de faire grandir un petit peu notre identité d'entreprise et notre ADN
pour que aussi les personnes qui seront amenées à rejoindre l'entreprise, parce que en termes de croissance, on espère grandir, soient fiers aussi de travailler pour Enterosis. Voilà. Ok, mais merci Yann pour ce premier témoignage. On aura l'occasion de te ressolliciter, de voir ce que tu penses de ce qu'on va pouvoir dire. Donc, je disais, on va dérouler maintenant quelque part le côté un peu plus expertise donc, de tout le monde, en commençant par le sujet du climat. Et on enchaînera par la biodiversité. Les deux sujets étant très fortement liés. Je vois Emmanuel qui sourit parce que parfois, c'est vrai, on parle beaucoup du climat et on oublie biodiversité, mais je crois que les deux sujets sont très interconnectés. Donc, je vais demander à Anne-Simon Barquero déjà de se présenter. Et peut-être, voilà, quelque part, je vais lui laisser dérouler, nous expliquer, essayer de rendre concret cet enjeu climat, et ce qu'il représente ou ce qu'il signifie pour des PME surtout, ou pour des jeunes entreprises. À toi la parole, Anne-Simon. Merci Thierry. Bonjour à tous. Alors, je vais tenter de vous partager mon écran pour commencer. Est-ce que vous le voyez? Normalement, vous devriez le voir. Oui, retour de mes compagnons. C'est bon. Ah, parfait. Merci. Donc, voilà, je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Donc, en quelques mots, je me présente. Donc, moi, j'ai une expérience sur la transition bas carbone à différents effets. D'abord 10 ans de bureau d'études en conception et optimisation de bâtiments, donc sur la région toulousaine. Et puis ensuite, j'ai passé 8 ans à Airbus sur les sujets énergie et bas carbone, alors sur différents types de missions, énergie manager, donc en charge de tous les sujets liés à l'efficacité énergétique, mise en place d'énergie renouvelable, optimisation des achats d'énergie, et puis enfin la performance extra-financière avec vraiment un lien avec les parties prenantes de l'entreprise et la production, voilà, des éléments de preuve sur le bilan carbone notamment de l'entreprise et les demandes des agences de notation et des investisseurs. Voilà, donc je suis aujourd'hui dans un mode un peu différent puisque je suis devenue créatrice d'entreprise au sein de l'incubateur des Premières Occitanie, qui d'ailleurs fait partie de Prologue, avec l'objectif d'accompagner l'écosystème des PME et des ETI de la région dans la mise en place et puis la concrétisation aussi de leur stratégie bas carbone. Donc les entreprises, leurs banques, qui sont des partenaires essentiels dans ces thématiques-là, et puis leurs futurs salariés, qui sont les étudiants. Donc avec une société en train de se créer, qui s'appelle l'Effet de Fer. Ne la cherchez pas sur Internet, je n'ai pas encore fait le site, ça va arriver. Voilà, donc ça c'est pour les présentations. Ensuite, bon, un petit rappel. Alors, je vais un peu plomber l'ambiance. Hein, je suis désolée, mais on démarre un petit peu par ça. Puis c'est remis après, vous allez voir. D'abord, je vais vous faire un rappel sur les évolutions des émissions de gaz à effet de serre, hein, qui ne cessent de monter et au rythme d'1,5 à 2% par an, avec une petite pause l'an dernier. Mais voilà, ça résout pas le problème pour autant. Aujourd'hui, on est sur voilà on va dire une émission annuelle à peu près 50 gigatonnes par an. Et comme vous le voyez, c'est largement, très largement lié à l'utilisation de combustibles fossiles. Et ce sont des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Donc ça, c'est au niveau mondial. Au niveau français, c'est quand même intéressant d'avoir un petit focus sur comment se répartissent ces émissions de gaz à effet de serre. Donc une grande partie est liée à l'utilisation de l'énergie, hein, comme on le voyait dans le graphe précédent, avec les transports, l'industrie de transformation pour la création de l'énergie, résidentielle et tertiaire, et puis toutes les industries manufacturières et de construction. On a aussi l'agriculture, hein, qu'on ne pense pas forcément en base, mais qui est aussi pourvoyeur d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis tous les procédés industriels et solvants qui ne sont pas liés à l'énergie directement, mais qui sont pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Alors les impacts, c'est là où on plombe un peu l'ambiance. Les impacts du changement climatique sont reconnus et régulièrement mis à jour, notamment par le GIEC, comme le disait Thierry, avec un rapport qui va bientôt sortir, enfin qui est déjà en partie sorti d'ailleurs. Voilà, donc les impacts du changement climatique sont réels, ne sont plus du tout aujourd'hui contestés, avec des impacts sur pas forcément uniquement, enfin la partie auquel on pense peut-être en premier, qui est la carte avec les températures. Donc on a des thématiques sur la pénurie d'eau, les récoltes en baisse, les inondations, les érosions côtières. On a également des sujets sur les îlots de chaleur.
Voilà, donc que ce soit au niveau mondial ou bien au niveau français, malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que le climat est déjà embarqué pour les 20 années à venir, puisque le CO2 dans l'air est très, très stable. Donc voilà, la réalisation des différentes mesures qu'on peut avoir aujourd'hui aura un impact à peu près dans 20 ans. Voilà, c'est comme si vous preniez un médicament aujourd'hui, l'impact, le résultat, c'est dans 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais ça veut dire que voilà, il faut avoir ce genre de choses en tête. C'est très stable et c'est compliqué à faire bouger. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, évidemment, comme vous le savez, on a différents types d'objectifs qui ont été pris au niveau mondial. Et notamment un sujet alors qui s'appelle le budget carbone. En fait, il a été établi par différents organismes dont le GIEC est voilà à l'histoire. La nécessité d'arriver à rendre des trajectoires sectorielles qui peuvent donner les différentes mesures de température qui sont admissibles pour voilà pour la survie de l'humanité et qui donc nous permettent voilà de savoir finalement quel est le budget carbone qu'il nous reste, étant donné la température à laquelle on ne veut pas dépasser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a déjà émis à peu près 2000 gigatonnes de CO2 historiquement, et que, comme je le disais tout à l'heure, nos émissions mondiales actuellement, c'est environ 50 gigatonnes de CO2 par an. Pour rester en dessous des 2 degrés, le budget carbone, ce à quoi on a droit quelque part, avant que la machine devienne s'emballe complètement, c'est à peu près 1170 gigatonnes. Alors, je vous bombarde un peu de chiffres, hein, mais c'est pour vous donner un peu l'ampleur quand même de ce dont on parle. Donc en gros, le temps restant avec des émissions constantes, le mode de fonctionnement d'aujourd'hui, pour être en dessous de 2 degrés, c'est 23 ans, et pour être en dessous d'1,5 degré, ce qui est quand même la cible qu'on fixe, hein, c'est 8 ans. Donc vous voyez, on ne parle pas des futures générations, on parle de nous et de nos enfants, en fait. Voilà, donc ça peut paraître alarmiste, je suis désolée, mais enfin voilà, c'est important d'avoir ces chiffres-là en tête. Donc en fait, ces budgets carbone qui ont été définis au niveau mondial, évidemment, ils ont été ensuite sectorisés voilà, notamment par pays. Et en France, ça a donné la stratégie nationale bas carbone, avec un objectif en 2050 de neutralité, donc avec une balance entre nos émissions de gaz à effet de serre et les puits de carbone qui peuvent être mis en place, avec quatre familles, on va dire, hein, de différentes stratégies qui peuvent être installées. La décarbonation de la production d'énergie, réduire de moitié nos consommations d'énergie, réduire aussi les émissions qui sont non liées à l'énergie. Alors, de quoi on parle? On parle, par exemple, des fluides frigorigènes dans les machines frigorifiques, essayer d'éviter les fuites, et puis augmenter les puits de carbone. Voilà, donc c'est 4 thématiques françaises qui sont vraiment poussées pour aller chercher cet objectif, en 2050, sur la neutralité carbone. Alors, concrètement, ça donne quoi? L'effort à faire, hein, sachant qu'aujourd'hui, si on fait le calcul, qu'on ramène ça, à l'échelle d'un Français, on est à peu près à 11 tonnes de CO2 par an d'empreinte carbone entre, voilà, notre mobilité, notre logement, nos manières de vivre, de s'alimenter, et aussi les services, publics, voilà, ont leur poids. Sachant que cette valeur de 11 tonnes de CO2 par an, ça donne, pour être au niveau de l'accord de Paris, 2 tonnes. Donc c'est énorme. La réduction nécessaire est massive, 80 %. On estime aujourd'hui que dans ces 80 %, en fait, vous en avez 20 % qui peuvent être liés à de l'effort individuel, vraiment en étant, complètement dans la démarche, à la maison et dans sa vie quotidienne. Les 60 % restants sont à faire au niveau collectif, au niveau, entreprise. Donc une fois, qu'on s'est dit ça, pourquoi au-delà de l'impact, on va dire environnemental positif, ce qui est déjà pas mal quand même, pour d'autres raisons de le faire qu'a cité, Thierry tout à l'heure. Alors on en a plusieurs, moi je les range en 4 familles. La première, c'est les gains financiers, parce que le climat, comme, je vous l'ai expliqué, ce sont des consommations d'énergie, beaucoup. Donc faire des économies d'énergie, ce sont aussi des économies financières. Et puis il y a une notion aussi de valorisation patrimoniale, puisque, revendre une passoire thermique, c'est de plus en plus compliqué quand même aujourd'hui. Donc voilà, c'est important d'avoir des bâtiments, des sites qui sont pérennes de ce point de vue-là.
L'attractivité aussi, Thierry en parlait, au niveau de la valorisation des clients, il y a de plus en plus d'appels d'offres avec des critères environnement. Et puis, c'est aussi une manière de recruter de jeunes talents et de garder ses salariés. C'est aussi une source de développement, d'innovation, parce qu'un modèle d'affaires décarboné, ça demande un petit peu quand même de réflexion. C'est une source d'innovation. Voilà. Et puis aussi de fédérer des équipes voilà, autour d'un projet qui a du sens, ce qui est assez d'actualité. Et puis également de la gestion de risque. Alors le risque climatique, on commence un peu à le voir pointer le bout du nez par chez nous, mais il y a aussi la notion de réglementation avec des contraintes de plus en plus fortes. Voilà. Donc, alors on peut en citer plusieurs, loi climat, décret tertiaire, bilan GES, et ça ne va faire qu'augmenter. Voilà, donc une fois qu'on s'est dit ça, comment on fait pour intégrer ces enjeux climat? La première chose à avoir en tête, c'est qu'il faut considérer l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est extrêmement important pour avoir une approche cohérente. Évidemment, on va regarder ce qui se passe sur le site, dans l'entreprise, c'est un peu le premier réflexe, mais il ne faut pas négliger l'amont ni l'aval. On a souvent de grosses surprises quand on fait un état des lieux carbone, de voir à quel point ces éléments amont et aval sont extrêmement pourvoyeurs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on doit regarder les matériaux entrants, la fabrication initiale, comment elle est faite, où elle est faite. On doit regarder le transport. On doit regarder le transport des matières premières, mais aussi des personnes. Ensuite, évidemment, il y a ce qui se passe sur le site en termes de procédés, de type de bâtiment. Il y a aussi le transport aval et l'utilisation des produits vendus. Ça peut être très, très impactant, notamment dans le secteur du transport. Alors, transport aérien, transport automobile, voilà. L'image carbone est très importante à ce niveau-là. Et les déchets peuvent générer aussi, la fin de vie des déchets, en fait, peut être pourvoyeur d'émissions de gaz à effet de serre, donc attention aussi. Voilà, donc premier élément, considérer la copie complète. Ça, c'est très, très important. Ensuite, pour faire un premier état des lieux, quand on part voilà, OK, on s'y intéresse, mais comment on fait? Une première bonne manière de démarrer, alors moi, j'aime bien le climatomètre de BPI. C'est un premier voilà, diagnostic qualitatif. Vous allez sur le site de BPI, vous pouvez en 15 minutes faire un état des lieux très rapide, en 30 questions. Et ça balaye en fait vos produits et services, ça balaye votre chaîne de valeur dont on parlait tout à l'heure, votre fonctionnement interne d'entreprise et aussi votre stratégie, votre gestion des risques. Des questions très simples avec des curseurs et ça vous donne un indicateur de maturité. Ça permet de se lancer, ça permet de voir un peu où est-ce qu'on en est. Et je pense que c'est valable à la fois quand on démarre juste une entreprise, mais aussi quand on est installé. C'est un bon exercice, c'est rapide, ça permet voilà, de se lancer. Ensuite, quand on est une entreprise start-up, comme l'évoquait Thierry tout à l'heure, alors on utilise le business model Canva. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Donc le business model Canva, on pense surtout à la partie économique, évidemment, qui est un élément important pour construire le business model de l'entreprise. Sachez qu'il y a 2 autres couches au business model Canva. Il y a une couche environnementale et une couche également plutôt sociale. Donc sur la partie environnementale, on retrouve un peu la notion de cycle de vie, de chaîne de valeur que je vous évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va regarder la valeur fonctionnelle, on va regarder également la fin de vie, on va regarder l'utilisation du produit, on va regarder les ressources en termes de matières premières, la production, voilà. Ça permet en fait de faire une deuxième couche au business model Canva et c'est un outil assez simple, mais qui permet de commencer à positionner des éléments. Voilà, et le même exercice peut être fait sur la partie sociale et avec ces 3 éléments-là, je pense qu'on a une bonne couverture voilà, des différentes thématiques RSE quand on démarre. Ensuite, quand on est une entreprise déjà installée, on peut parler de la transition bas carbone avec différentes étapes. La première, bien sûr, hein, c'est un peu comme quand on fait un régime. La première chose, c'est de mesurer, de monter sur la balance. Donc,
En termes de transition bas carbone, ça s'appelle un bilan carbone. C'est un outil voilà, qui est certifié et qui permet voilà, de dresser l'impact environnemental d'une société sur toute sa chaîne de valeur. Ensuite, on a la notion d'accompagnement pas à pas avec une méthode notamment qui est reconnue par l'ADEME qui s'appelle ACT et qui permet d'accompagner l'entreprise entre un peu comme c'était évoqué tout à l'heure par Anne. Donc, on a un état des lieux, ensuite on se fixe des objectifs et puis derrière, on donne des stratégies, plans d'action. Et bien sûr réalisation avec des travaux éventuellement et derrière de la mesure de résultat. La mesure de résultat est aussi quelque chose qu'on peut réaliser avec ACT sur une partie évaluation qui là a l'avantage aussi de faire rentrer l'entreprise dans un système de reconnaissance, de lui donner de la visibilité. Voilà, c'est des sujets qui sont portés par l'ADEME et qui permettent vraiment voilà, de montrer la démarche de l'entreprise sur ces sujets-là. Intéressant, je le dis quand même, il y a des subventions sur ces thématiques-là. Donc, pour l'ADEME, il y a notamment le dispositif tremplin pour les PME, le programme volontaire français pour les structures type ETI. Et puis BPI aussi est un partenaire en termes de support financier avec différents types de diagnostics que vous trouverez sur leur site. Et j'aimerais finir en fait par un élément extrêmement important, si ce n'est le plus important en fait dans la démarche, c'est l'intégrer l'aspect comportemental. En fait, une stratégie, une technique, c'est très bien, il faut le faire, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'embarquer les salariés dans l'aventure et de savoir d'où on part en termes de fonctionnement personnel. Donc, il y a une étude qui a été menée il y a plusieurs années et qui a permis en fait de catégoriser les différents types d'inaction. Quelle catégorie d'inaction on a? Ça s'appelle les 7 dragons de l'inaction. Et donc, c'est important de savoir où on en est par rapport à ces catégories et de bâtir une démarche très simple qui permet de lutter contre ça. Par exemple, si je prends l'exemple de la portée limitée des comportements, il y a beaucoup de gens qui se disent que bon, ça, si moi je le fais, mais les autres ne le font pas, ça sert à rien. Voilà, il y a des manières de faire pour aller casser ce type ou amender ce type de mode de fonctionnement. Donc, l'aspect comportemental, ça s'appuie sur des outils. Alors j'en ai cité 3 là pour démarrer, mais alors il y en a beaucoup. Il y a la fresque du climat qui permet au sein d'une entreprise de rassembler les équipes sur le sujet. Ça, c'est un premier élément. On peut faire aussi son bilan carbone à titre personnel parce que celui de l'entreprise existe, mais le personnel existe aussi. Ça permet aussi de faire le lien entre ce qu'on fait au travail et ce qu'on fait à la maison et de réunir la personne dans sa globalité. Et puis aussi la fresque des récits positifs parce que j'étais alarmiste au début. On construit pas bien sur la peur. Donc, l'idée, c'est quand même aussi d'être dans la construction, dans le positif. On peut y arriver. C'est pas trop tard, mais il faut se bouger. Donc, voilà, être dans la démarche constructive, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut vraiment favoriser au sein de l'entreprise. C'est très fédérateur. Voilà, donc je pense que je suis arrivée au bout de ma présentation. J'ai pas trop regardé le temps, mais voilà, voilà. Un petit décalage par rapport aux 10 minutes imparties, mais bon, il n'y a pas de souci. Merci Anne. Donc, avant d'évoquer en complément l'aspect biodiversité, donc avec Emmanuel, je vais proposer à Nadège, donc Bernard, de la société Solar Paint, qui justement va nous expliquer, est un prestataire et qui intervient sur ce sujet de la diminution de l'impact énergétique, de nous dire quelques mots de sa société, de sa démarche. Voilà. À toi, Nadège. Micro, Nadège. Le micro. Voilà. Là, c'est bon. Bonjour. Alors, Nadège Bernard, en effet, donc moi, je travaille pour un groupe qui s'appelle International Color Group, qui est un groupe qui est plutôt spécialisé au service de l'industrie. Alors, l'industrie, c'est assez large, puisqu'on est spécialisé, nous, plus particulièrement, donc sur du traitement et de l'application de peinture anti-corrosion. Donc, on est plus spécialisé, on va dire, sur le marché avec des gros faiseurs comme RTE, Elia en Belgique. Voilà. Donc, en fait, le plus gros de l'activité du groupe est
et de repeindre, on va dire, les pylônes électriques, les postes à haute tension, de refaire des gros ouvrages avec un traitement anti-corrosion. Ça, c'est le plus gros de l'activité du groupe. Ensuite, on a une filiale qui a un peu plus de formation et à la sécurité sur ce sujet-là. Et on a une autre filiale qui est des inspecteurs formés et pilotes de drones qui, eux, font de l'expertise diagnostique un petit peu pour aller voir un peu comment se portent les ouvrages et notamment aussi ces pylônes électriques et ces postes à haute tension pour faire un état, on va dire, des ouvrages sur la corrosion. Donc voilà, ça c'est la partie du groupe et des 3 filiales qui étaient existantes jusqu'à la fin de l'année dernière. Donc nous, on a une politique qui est très engagée avec un prestataire QSE. On est très soucieux de l'environnement, on parle d'anticorrosion, on parle de pas mal de choses, de sécurité au travail. On a quand même des peintres qui vont peindre en hauteur et donc qui doivent être formés sécurité. Donc au niveau du groupe, notre dirigeant est très, très impliqué sur le développement durable et sur l'environnement. Donc, on a un partenaire sur cette peinture qui est un groupe en Ariège, qui est le groupe Maestria. Et est venue l'idée avec mon dirigeant de se dire on pourrait aller plus loin dans notre démarche. On fait de la peinture, ça fait pas rêver. On peut se dire que la peinture aujourd'hui est polluante, ce qui n'est pas le cas. Donc, on a eu l'idée d'avoir un impact encore plus dans le développement durable avec toutes les questions et le bilan qu'a fait Anne tout à l'heure sur le réchauffement climatique, l'émission de carbone. Et dans la mesure où on a un service à l'industrie, c'était d'apporter à des industriels, en tout cas, une solution simple et efficace. On n'a rien inventé du tout. C'est de la peinture réflective pour toiture. Donc ça, c'est un procédé en fait qui existe déjà depuis très longtemps. Alors si on commence même encore plus loin, on peut aller en Grèce et se dire pourquoi tous les bâtiments étaient pas en blanc avec de la chaux. Tout simplement parce que la peinture blanche par défaut rafraîchit. Si vous-même, vous avez une voiture noire et une autre personne une voiture blanche, naturellement, vous aurez moins chaud dans une voiture blanche que dans une voiture noire, déjà, premier constat. Et par la suite, en fait, aux États-Unis, donc, ils ont mis au point un procédé qui est donc de peindre des toitures à toit plat sur des revêtements qui sont très bitumineux. C'était la tendance, et en France, beaucoup sur nos toitures, un revêtement qui est trop lourd, qui est très isolant. Vous voyez, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est comme revêtement, a été donc de mettre en place un procédé ce qu'on appelle du cool roofing, donc toiture fraîche tout simplement. C'est tout simplement une peinture qui, au lieu qui permet de faire refléter les rayons du soleil, c'est-à-dire que une toiture normale en fait va absorber les rayons du soleil, faire réchauffer l'intérieur du bâtiment. Là, cette peinture-là, en fait, elle a un procédé qui permet d'avoir une forte émissivité, donc de faire repartir les rayons du soleil, donc par défaut de refroidir la toiture et de faire baisser la température à l'intérieur du bâtiment. C'est simple, on n'a rien inventé encore une fois, sauf qu'ici, nous, avec Maestria, donc on a élaborer cette recette pour avoir ce qu'on appelle un seuil de réflectance indice très élevé. Voilà. C'est-à-dire que cette peinture, elle doit avoir des effets très forts de réflectivité à partir de 100. Nous, on a un indice de 110. Voilà. Il y a très peu de faiseurs en France. Nous, on s'attaque à un gros marché. Il y a un potentiel énorme avec ce procédé. Maintenant, on n'est pas connu. On n'a pas de recul en France sur ce process, mais il est simple. Donc, nous, en fait, on a décidé tout simplement de le proposer dans un premier temps à des gros pollueurs, à des gros faiseurs, et surtout à se dire, il faut aller avoir un effet et un impact là où on a des phénomènes d'îlots de chaleur urbaine et là où on a des sociétés ou des gros groupes qui utilisent beaucoup de climatisation. C'est très simple. Anne l'a très bien résumé tout à l'heure. Donc, en fait, notre cible, elle est simple, c'est les plateformes logistiques, les centres commerciaux, bien évidemment. Dans un premier temps, si on arrive à déjà faire ça, ce sera énorme. Et pourquoi pas, après, en effet, s'adresser plus sur des centres-villes avec des partenariats, en tout cas avec des hôpitaux, voilà. Donc, la cible, elle est large. Le tout, c'est de se faire connaître et de parler du procédé. Voilà. Donc, Solar Paint, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport
par rapport au procédé, par rapport à J'ai proposé aux gens voilà, aux participants de poser leurs questions, on va les relever et je te propose qu'on y revienne dessus en fin de séance. Merci Nadège, donc est ravi de contribuer à ce que ce procédé soit un peu connu au moins sur la région. Et parce qu'en gros, voilà, c'est clair que les économies d'énergie grâce à ce procédé sont quand même très très notables. Surtout pour les industriels ou les grandes surfaces dont tu parlais. Et quand on collabore, comme avec Anne Simon et tout, à la diminution de ces impacts, c'est bien de pouvoir orienter vers des solutions tout à fait pratiques pour réaliser ces objectifs de diminution. On va maintenant évoquer le sujet de la biodiversité, donc très lié au climat, si je ne m'abuse. Voilà. Et Emmanuel, donc peut-être un effort de pédagogie à faire pour arriver à ce que pour les patrons de TPE, PME ou pour des dirigeants, des jeunes créateurs, de savoir peut-être un peu mieux ce que le vaste sujet de la biodiversité peut avoir comme sens concret à leur niveau, à leur échelle. Voilà. Alors, je vais essayer d'être pédagogique, hein, vous me direz ensuite voilà, si c'est réussi ou pas. Je vais vous partager, alors, activer l'écran. Il faut faire un partage d'écran. Là, du coup, non, hein, c'est pas ça qu'il faut faire. Oula, non, non. Non, non, non. Je n'ai pas dû bien écouter quand on a partagé. Alors, partager une présentation PDF, ça doit être ça. Oula, non, c'est pas ça non plus. En fait, il faut juste partager l'écran, Thierry, ou pas? Ah, je t'entends pas, Thierry. Tu t'es mis en mute, je pense. Il y a une histoire de fenêtre que tu dois partager. Tu peux choisir de partager une fenêtre de ton écran dans l'option, dans les menus. Partager l'écran et après, il y a ta fenêtre. Désolée, hein, je suis pas au point. On va y arriver. C'est toujours pas bon? Non. Il me dit rien d'autre. Hein. Ça fait joli comme ça fait un cahier. Oui, c'est chacun. Ouais. Moi, je trouve ça pas mal aussi, mais c'était pas l'objectif en fait. Je voulais vraiment vous présenter mon écran. Quand tu es dans partager l'écran, tu vas avoir une histoire de fenêtre. Alors, il me dit partager un document Google, un fichier. Est-ce que tu as ouvert le document sur ton écran? Oui. Donc, normalement, quand tu partages fenêtre, ça va te permettre de partager cette. Mais le problème, c'est que je n'ai pas partagé fenêtre, j'ai juste partagé l'écran en fait. Mais quand tu cliques partager sur l'écran et après, ça te propose fenêtre, non? Moi, j'ai un Mac, hein, alors c'est peut-être. Ouais, parce que là, moi, j'ai. Ça te propose de partager fenêtre. Parce que moi, il ne me propose rien du tout. Hein. Et du coup, je peux vous le faire avec les mains. Mais, mais du coup, ça ne va pas faire pareil, quoi. Bon. Comment on fait? Il me demande rien du tout. Alors, ce que je vous propose, c'est que peut-être je te l'envoie. Non, oui. Oui, si tu veux. Peut-être. Réduire la fenêtre. J'allais dire, sinon on demande à Justine de... Ouais, voilà. Je veux bien, Justine, si tu veux bien prendre le relais pendant que je règle mes problèmes techniques et ça maintient le suspense un peu. Voilà, c'est ça. C'est la biodiversité, effectivement. Voilà. Thierry, mais par contre, oui, envoie-le à Thierry. Voilà. Ouais. Donc, bon, Emmanuel, à tout à l'heure pour la biodiversité. Donc, on va parler directement plutôt du contexte un peu plus économico-financier. Et donc de ce fameux sujet de la relance aujourd'hui, voilà. Et merci à Justine donc qui représente les banques aujourd'hui et représente également les banques au niveau de la commission RSE du MEDEF. Donc voilà, et donc avec qui nous avons beaucoup d'échanges. Je te laisse la parole, Justine, en attendant de retrouver Emmanuel. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Oui, moi je vais essayer effectivement de représenter les banques et les organismes financiers pour essayer de comprendre un peu mieux effectivement ce que les nouveaux enjeux de la RSE changent dans les relations entre les entrepreneurs et les financeurs en fait. Donc moi c'était simplement un rappel sur la Banque Populaire Occitane. Donc Thierry l'a dit tout à l'heure, moi je suis responsable du marché des entrepreneurs, donc notamment tout ce qui est offre et stratégie et donc articulation de la relation commerciale entre les entrepreneurs et effectivement
la banque. Donc, la démarche RSE, eh ben, elle est inhérente à la Banque Populaire Occitane depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est présent donc, sur 8 départements. Et on est une banque coopérative mutualiste, c'est-à-dire qu'on récolte l'épargne de nos clients sur le territoire pour le redistribuer donc, sur le territoire pour financer les projets, pour financer notamment tous les projets de transition et tout ce qui arrive donc en termes de risque climat et les enjeux d'une transition énergétique. Pour rentrer et pour essayer d'un peu mieux comprendre, je pense qu'il faut comprendre l'engagement des banques françaises et l'engagement qu'elles ont pris, puisque à partir du moment où on prend un engagement, il faut le respecter. Et en fait, l'engagement qui a été pris va avoir une répercussion justement sur la relation entre les entreprises et les banques. Et les 3 grands engagements des banques françaises, c'est d'agir contre le réchauffement climatique, alors à la fois en interne en mettant en œuvre des politiques donc internes éco-responsables au niveau des collaborateurs. Aujourd'hui, ça représente plus de 363 000 collaborateurs dans les établissements bancaires, mais bien sûr, en tant qu'acteur économique majeur, de financer tous les projets au service d'une économie moins carbonée, et on a vu tous les enjeux, donc notamment avec Anne tout à l'heure. Le deuxième enjeu, financer la transition énergétique, c'est un engagement très fort, bien sûr, et que ce soit les banques directement ou les établissements financiers, il y a de vraies initiatives aujourd'hui, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, puisque bien sûr, il y a différents établissements qui s'associent aujourd'hui pour financer cette transition énergétique. Des offres dédiées, donc le plus possible, pour accompagner au mieux, dans les meilleures conditions, cette transition énergétique. Et le dernier volet, c'est d'intégrer justement les risques climatiques dont Anne parlait tout à l'heure dans notre stratégie et dans notre politique de distribution, puisque notre rôle est également d'orienter les financements pour limiter le risque futur. Et on va avoir notamment un rôle de conseil avec une approche du mix énergétique de nos clients. Donc, je l'ai dit, des banques très impliquées, des banques engagées et qui veulent tenir leurs engagements et qui vont avoir justement des répercussions dans cette relation et une vraie responsabilité. Pour voir à aujourd'hui la façon dont justement les financeurs appréhendent ces caractéristiques donc de la RSE et ce qu'on va regarder finalement et l'apport de cette RSE par rapport à nos entreprises. Donc aujourd'hui pour les financeurs, que ce soit banques, établissements financiers ou investisseurs, on a des preuves d'une rentabilité à long terme dans ces démarches de RSE. Puisque, on l'a vu notamment pendant la crise, les entreprises qui avaient entamé ces démarches avant la crise Covid sont nettement plus résilientes que les entreprises qui ne l'avaient pas engagée. Donc là, on a des preuves et c'est quelque chose qui va nous permettre effectivement d'être en accompagnement sur ces sujets-là. Au niveau de la valorisation d'entreprise, nous, on a un service fusion-acquisition, par exemple, avec toute une partie valorisation et on voit qu'aujourd'hui, ces critères de RSE sont pris en compte sur le montant de valorisation des entreprises. Donc, pareil, un focus qui va être très important. Source de compétitivité, bien entendu, puisqu'il va y avoir toute une notion de réduction de charges et de marché qui vont pouvoir être pris grâce à cette démarche et on verra tout à l'heure les enjeux notamment avec les parties prenantes. Une gestion du risque à long terme, là c'est vraiment notre accompagnement qui va être important. Alors le nôtre bien sûr, mais également les comptables, mais également les conseils comme Planète RSE, on l'a dit tout à l'heure. Une gestion du risque climatique, on l'a dit, environnemental, qui bien sûr peut avoir un impact demain sur le financier avec des risques financiers à long terme, si justement cette démarche n'est pas engagée, puisqu'on voit qu'il y a toute une évolution notamment de la réglementation et qu'aujourd'hui l'enjeu, ça va être d'arriver à être dans la démarche RSE avant de la subir tout simplement avec les contraintes réglementaires. Le risque d'image dont on parle moins effectivement, Thierry en a parlé tout à l'heure, qui est très importante puisque bien sûr, on peut avoir un impact
financier qui va découler directement de ce fameux risque d'image, la possibilité de ne pas garder les talents à l'intérieur de l'entreprise parce que l'image ne correspond pas justement aux attentes des collaborateurs. Un focus sur les jeunes entreprises innovantes. Aujourd'hui, nous, donc Banque Populaire Occitane, on a la chance d'avoir une agence dédiée qui est Nextinov et on voit donc tout cet environnement, notamment avec les incubateurs, etc., que ce soit dans la phase d'amorçage ou dans la phase de croissance derrière au bout de 2-3 ans par exemple. Pour les levées de fonds, pour l'accompagnement financier d'une banque de réseau comme la nôtre, on voit que ces critères RSE sont aujourd'hui passés à la loupe pour justement pouvoir lever des fonds et pour nous pouvoir accompagner de façon plus pérenne et dans les meilleures conditions. Avoir des marchés aujourd'hui, demain, agrandir justement son potentiel de marché, la partie RSE va être clé. Et toute la partie développement, bien sûr, donc là où on va pouvoir être sur de la pérennité, justement, l'établissement financier va pouvoir encore mieux accompagner à partir du moment où cette démarche est entamée, puisque nous, ce qu'on va réellement regarder, c'est ne pas subir, et c'est pour ça que l'anticipation, c'est le mot-clé. Ne pas subir la réglementation, ne pas subir le risque d'image, ne pas subir le risque climatique, mais arriver à l'anticiper. J'ai fait un focus là sur les différents aspects, mais Thierry en a parlé tout à l'heure avec les questions clés justement pour nous, donc établissements financiers ou financeurs, pouvoir évaluer le niveau d'engagement et de sensibilité dans cette démarche RSE des différentes entreprises, les éléments de preuve qui vont y être associés pour soit faire une première démarche de sensibilisation parce que effectivement l'entreprise aujourd'hui ne s'est pas posé ces questions-là. Donc ça, c'est notre rôle. Soit justement une sensibilité déjà présente, voire des actes concrets qui ont déjà été faits, voire carrément un objectif défini et des éléments de preuve. Et à chaque stade, en fait, on va pouvoir adapter notre accompagnement et on va pouvoir financer les différents projets, soit dès leur naissance avec des conseils comme accompagnement, soit effectivement des projets beaucoup plus aboutis où là, on va pouvoir venir en financeur. Et tout l'enjeu, c'est de pouvoir donc commencer et se lancer dans cette démarche RSE, puisque nous, établissements financiers, c'est de se dire, à partir du moment où, on l'a dit tout à l'heure, on estime que cette démarche-là est source de pérennité, de rentabilité des entreprises, ça va nous permettre d'accompagner ces entreprises-là sur le long terme et aux meilleures conditions. Je voulais donc, on a parlé de relance durable et je voulais vous montrer un exemple très concret pour mettre en balance à la fois les 30 milliards du plan de relance et ce qu'on peut mettre en place chez nous, mais également dans les autres établissements bancaires. Donc, des financements adaptés, puisque dans tout ce plan de relance durable, l'enjeu va être de trouver, bien sûr, un financeur de son projet, mais on voit bien que le plan de relance nous permet à la fois d'avoir un financement banque, investisseurs, etc., et bénéficier de subventions. Et ce qui va être très important, c'est également le conseil. On a parlé de Planète RSE tout à l'heure. Ça peut être un conseil de mise en œuvre, tout simplement. On a, par exemple, la possibilité de changer sa flotte de véhicules par des véhicules électriques, mais bien sûr, il faut installer des bornes, l'électricien, etc. C'est comment on trouve des solutions pour offrir une solution packagée à nos entreprises pour qu'elles osent se lancer dans cette transition-là. Et tout l'enjeu, justement, c'est que tout l'écosystème puisse se rassembler pour rassurer et pour accompagner les projets des entreprises. Et donc là, simplement, les 4 volets très importants, que ce soit sur le plan de relance ou effectivement sur le mode de financement, tout ce qui va être rénovation énergétique, bien entendu, des bâtiments, la production
des ENR, on en a parlé tout à l'heure. Alors, tout type, bien entendu, et à différentes échelles. La mobilité verte, avec un gros enjeu de rationalisation également des pratiques des collaborateurs. Et bien sûr, l'impact de l'activité des entreprises directement sur l'environnement et, bien sûr, financer la transition sur le risque climatique. Moi, j'en ai fini, Thierry. Très bien. Merci, je crois que c'était très, très concret, assez concret par rapport à la complexité du sujet. Mais merci, Justine. Et donc, après ce passage sur le côté financement, on va revenir à la biodiversité. J'espère que Tadam. Je ne fais pas le manège, je vais voir si les choses marchent bien. Voilà. Et donc, je partage le support. Est-ce que tu vois le… Oui, moi je le vois, c'est bon. Voilà. Et donc, c'est moi qui vais avoir la main, donc tu vas me voilà, je vais te dire. Alors, juste ça, ce premier slide va me permettre de me présenter. Non, là, il ne faut pas que tu ailles sur celui-là. Voilà. Ouais, voilà. Je suis à tes ordres, Emmanuel. Merci Thierry, c'est appréciable. Je sais. Donc en fait, Biocénie, c'est une société que j'ai créée en 2012. C'est une société coopérative qui a pour objectif d'accompagner les entreprises et les collectivités pour intégrer le sujet de la biodiversité dans leurs projets et leurs activités. En 2012, on était très en avance de phase par rapport au sujet de la biodiversité et de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a développé des solutions clés en main qui étaient opérationnelles, qui étaient plus faciles à comprendre pour les entreprises, avec des solutions de type implantation de ruches, éco-pâturage, solutions carbone pour équilibrer l'empreinte carbone, diagnostic écologique, etc. Et en 2015, avec la montée du sujet, on s'est développé et on accompagne maintenant des promoteurs, des aménageurs et des entreprises pour intégrer la biodiversité dans les problématiques de construction justement et notamment de conception pour arriver à avoir une ville plus résiliente. Alors, le mot biodiversité, c'est compliqué, on ne sait pas trop ce qu'on met derrière. Alors du coup, si le slide d'après, Thierry, tu peux y aller. En fait, la biodiversité, c'est simple, c'est ça. Voilà, donc ça permet de pouvoir avoir une approche très, très facile de la biodiversité. En fait, c'est à la fois ce que nous mangeons, avec quoi nous nous habillons, c'est des moments de convivialité. Plus scientifiquement, c'est toutes les espèces, les différentes sous-espèces, les diversités des milieux et les interactions entre ces espèces, ce qui est du coup complexe à évaluer, puisque ces interactions, on a du mal à les mesurer. Et puis, c'est aussi tout ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est un nom un peu barbare, mais vous allez comprendre très simplement. La nature, la biodiversité nous fournit des services qui sont gratuits et qui nous sont indispensables et qui sont indispensables à chacun. Par exemple, la production de dioxygène. Si on n'a pas de plancton végétal et si on n'a pas de forêt, on ne respire pas. Voilà, donc ça, c'est assez simple. Si on n'a plus de pollinisateurs, on a 80% de notre alimentation qui n'existe plus. Si on n'a pas notamment d'arbres, on n'a plus les phénomènes d'évapotranspiration qui vont atténuer le changement climatique en participant au cycle de l'eau, et ainsi de suite. Alors, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais du coup, c'est aussi, ça fait partie de la biodiversité. Ce n'est pas uniquement lié aux espèces, en fait, qu'on peut observer, que ce soit les oiseaux, les insectes, etc. Alors, des petits chiffres aussi, je vais ressembler un peu à Anne sur la présentation des chiffres qui ne sont quand même pas mirobolants, donc c'est le slide d'après. Où est-ce que nous en sommes? En fait, j'ai pris quelques traits, je ne voudrais pas trop vous assommer non plus. 40% des insectes sont en déclin et on programme une extinction possible d'ici 100 ans. 100 ans, c'est pas très loin, et les insectes nous rendent des services, notamment les pollinisateurs, très importants. Il y a un tiers des oiseaux qui ont déjà disparu depuis 20 ans et 38% des chauves-souris depuis 10 ans. C'est extrêmement lié aux pesticides, notamment et à la fragmentation des habitats. On parle de 6e extinction massive, et ça, ce qui est lié à l'homme, puisque les autres n'étaient pas liés à l'homme. Celle-là, elle est vraiment
liées à l'homme. Et on a aussi 65 000 hectares de terres artificialisées par an en France. Ça fait à peu près le département de la Loire-Atlantique tous les 10 ans, en fait. Voilà ce que ça fait. Et des risques de pandémie croissants, parce que je pense que vous avez dû le suivre, le lien Covid-biodiversité est extrêmement fort. Hein, c'est parce qu'on fragmente les habitats qu'on est ensuite en contact avec des espèces avec lesquelles on ne devrait jamais être en contact. Et du coup, il y a des passages de virus de l'un à l'autre. Alors, vous allez me dire, l'entreprise dans tout ça, qu'est-ce qu'elle fait? Comment moi, je peux agir? Oh, merci Thierry. Je vois que tu as anticipé. Donc, en fait, les entreprises, elles participent de manière directe ou de manière indirecte à l'érosion de la biodiversité. Et elles en sont aussi dépendantes. D'abord, les grandes causes majeures d'érosion, c'est la destruction, la fragmentation, l'artificialisation des habitats naturels. Quand vous construisez un site d'entreprise, par exemple, quand vous faites des chantiers, quand vous avez une activité industrielle ou quand vous financez, ça c'est pour la Banque Populaire, vous financez des projets qui vont faire ça, vous participez à la destruction des habitats. Les entreprises peuvent introduire des espèces envahissantes sans faire exprès parfois en le faisant exprès, et du coup on menace la biodiversité locale. La mondialisation a un gros impact par rapport à ça. Les entreprises polluent potentiellement les sols, l'eau et l'air. On connaît tous des entreprises, même pas forcément d'avoir des gros scandales de pollution, mais on a tous un impact sur ces sujets-là. On surexploite les ressources. Et on participe aussi au changement climatique, et on en a parlé, le changement climatique et la biodiversité sont extrêmement liés, et l'un agit sur l'autre. C'est-à-dire que le changement climatique va faire en sorte que la biodiversité locale peut évoluer. Pour être très locaux, en 2050 à Toulouse, on a prévu le climat à la température de l'Andalousie. C'est sûr que les chênes, ça va être un peu compliqué pour eux de résister. Mais de notre côté, le fait de pouvoir avoir justement une biodiversité locale, ces phénomènes d'évapotranspiration vont faire qu'on peut aussi atténuer le changement climatique. Donc en fait, c'est un peu des vases communicants. Donc pour les entreprises, qu'est-ce qui est intéressant? Pourquoi c'est intéressant en fait d'intégrer la biodiversité? Ça vous permet de maîtriser les risques. On en a parlé, c'est revenu sur le climat. On a vu, la Banque Populaire, Justine nous l'a dit, que ça intervient dans les critères aussi de prêt, de financement des entreprises. Ça vous permet de mesurer des risques d'exploitation, vous assurer que vous aurez toujours un approvisionnement. Et donc mener des actions pour faire en sorte de conserver cet approvisionnement. C'est aussi des risques de réputation et d'enjeux de responsabilité. On a vu le Nutella bashing, notamment, avec l'huile de palme et les chutes spectaculaires de leur vente. Les attentes de marché et d'attentes sociétales. On a des publics qui sont de plus en plus exigeants sur le fait que les entreprises aient un comportement responsable vis-à-vis de la biodiversité, du climat, social, etc. etc. Ça devient complexe pour les entreprises de leur terrain de jeu, en fait. Il y a des risques réglementaires ou juridiques. On va avoir une grosse montée réglementaire sur la biodiversité. Moi, j'ai la chance de participer aux travaux de préfiguration de la prochaine stratégie nationale biodiversité, donc qui sortira après la COP 15 qu'évoquait Thierry en début d'année 2022. Les entreprises vont avoir des axes importants à respecter par rapport à la biodiversité. Et c'est aussi des risques financiers. Il y a de plus en plus, on parle de l'investissement socialement responsable. Donc, au fur et à mesure de développement de ces financements, les entreprises sont évaluées aussi à l'aune de ce qu'elles font sur ces sujets globalement environnementaux et aussi biodiversité, puisque la biodiversité fait partie du pilier environnement de la RSE. C'est souvent le parent pauvre, on va dire, pour le moment, parce que c'est celui qui est le moins connu. Il n'y a pas que des risques, et ce n'est pas la seule raison de l'intégrer, ça permet de créer de la valeur aussi. Ça permet de renforcer le lien avec les parties prenantes, parce que le sujet de la nature, d'avoir des actions pour le bien commun, ça intéresse toutes les différentes parties prenantes, en aval, en amont, les collaborateurs. Ça facilite l'ancrage territorial. Quand on est une entreprise du territoire, c'est intéressant de pouvoir travailler sur son territoire et
améliorer, en fait, être contributif au développement de la biodiversité sur son territoire. Ça permet de fidéliser ses clients, ça peut faire partie de la promesse marketing autour des clients. On le voit d'ailleurs que c'est beaucoup utilisé de plus en plus, notamment sur tous les produits bio. Ça permet d'inspirer l'innovation, et notamment avec le fait de pouvoir s'inspirer de la nature. C'est d'ailleurs Léonard de Vinci, donc ça date pas d'hier, qui conseille à tout le monde d'aller trouver son inspiration dans la nature. Et on parle de plus en plus de biomimétisme. C'est comment on va s'inspirer de la nature, comment on s'inspire des écosystèmes pour créer des nouveaux produits, des nouveaux services, comment avoir un nouveau système de fonctionnement qui soit du coup plus sobre, puisque je vous le rappelle que la nature n'a pas de déchets, en fait. On est la seule espèce à avoir des déchets, à produire des déchets qu'on ne sait pas éliminer. Donc le fait de s'inspirer dans la nature peut nous aider, entreprises, à trouver des nouvelles sources d'inspiration, des nouveaux produits. C'est aussi préparer les mutations économiques, puisque on n'a qu'une planète. Les ressources ne sont pas infinies et il va falloir faire avec les ressources que l'on a. Donc chacun dans ses modèles économiques, il va falloir apprendre à être inventif et à préparer ces sujets-là. Et puis aussi, il y a une notion de bien commun que j'évoquais tout à l'heure, c'est faire sa part. C'est un peu le côté charity qu'on voit beaucoup aux États-Unis, c'est participer au bien commun, et que chaque acteur, que ce soit le citoyen ou l'entreprise, puisse faire sa part et conserver ce bien commun. Alors, j'espère vous avoir persuadé. J'imagine que vous êtes quand même un peu acquis à la cause de l'intérêt d'intégrer ce sujet-là. Comment on fait pour l'intégrer Comme on veut l'intégrer vraiment dans sa chaîne de valeur, on va faire un peu comme la méthodologie que préconisait Anne. D'abord, identifier ses impacts et ses dépendances. Dans ma chaîne de valeur, mon aval, mon amont, quels sont mes points de contact, où suis-je dépendant, où ai-je un impact. Donc, il y a certains outils qui existent, EBV, ESR, je vous en enverrai si vous voulez, pour commencer à évaluer. C'est beaucoup une démarche de bon sens, en fait. Ces outils ont pour objectif de structurer la démarche, mais après, on peut le faire en réfléchissant uniquement. Évaluer les risques et les opportunités que ça présente pour votre activité. Où est-ce que ça risque de coincer et qu'est-ce que ça peut présenter comme opportunité. S'engager dans une démarche d'évitement, de réduction et de compensation de ces impacts par rapport à la biodiversité. Ça peut être aussi saisir les opportunités de marché qui sont liées à la biodiversité, qu'on a pu détecter justement en mesurant les impacts et les dépendances, et donc en ayant identifié les enjeux. Et finalement, intégrer la stratégie biodiversité à sa stratégie globale, et s'engager auprès des parties prenantes pour améliorer les politiques biodiversité. Il n'est pas délirant de penser que d'ici à 10 ans, les comptes, les bilans et les comptes de résultats des entreprises prendront en compte le sujet de la biodiversité, puisqu'on a des entreprises qui, par exemple, si on prend des carriers, ou des mines, je prends un sujet un peu caricatural, mais autant dans leur compte de résultats, on a le coût qui est lié à l'extraction minière, mais on n'a pas du tout le coût qui est lié à la ressource, en fait, qui est mise à disposition par la nature. Et ça pourrait être un élément futur à introduire dans la comptabilité des entreprises. Donc, c'est intéressant de les anticiper. Donc, ça, c'est une démarche de fond, mais il y a aussi des actions toutes simples à mettre en place sur son site d'entreprise, alors qui ont trait, par exemple, à ce qu'on appelle l'artificialisation des sols. Le sol est vivant, dès qu'on coule une chape de béton dessus, il meurt. Ça veut dire qu'il ne filtre plus l'eau, ça veut dire qu'il abrite plus des micro-organismes, donc il perd toute cette fertilité. Ça peut être, par exemple, quand vous décidez de bâtir un nouveau bâtiment, le faire en prenant en compte ce sujet-là et artificialiser le moins possible. Ça peut être choisir, quand vous travaillez sur vos espaces verts, choisir une palette végétale qui est intéressante pour la biodiversité, c'est-à-dire qui n'est pas seulement jolie, mais qui est surtout utile pour les pollinisateurs, pour les habitats. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qui sont assez simples, et puis c'est un bon moyen pour sensibiliser les parties prenantes et
faire participer les collaborateurs à ces sujets-là, hein, ils sont très demandeurs de ces sujets. Ça peut être gérer des sujets de pollution lumineuse. La pollution lumineuse est très dommageable pour les espèces nocturnes de type chauve-souris, insectes, les oiseaux aussi, ça modifie les cycles de production, enfin de reproduction plutôt que de production. Ça peut être équilibrer son empreinte carbone, ça peut être faire attention aux surfaces vitrées de ces bâtiments parce qu'il y a beaucoup d'écrasement d'oiseaux. Ça peut être avoir des aménagements pour la faune. Donc, vous voyez, c'est des choses qui sont assez simples à mettre en œuvre, qui ne sont pas coûteuses et qui ont un effet sur la biodiversité, même si elles ne révolutionnent pas le sujet. Hein, à nous seuls, on ne va pas tout révolutionner, mais en revanche, mis bout à bout, vous savez, c'est l'histoire du colibri que vous devez connaître. En fait, chacun fait sa part. Voilà, donc j'ai essayé d'être assez rapide et synthétique. Moi, je me tiens à votre disposition si vous voulez creuser le sujet ou les outils, notamment pour évaluer et éventuellement les sujets que vous pouvez mettre en place là, finalement, sans accompagnement hein, sur vos sites. Ok, écoute, merci Emmanuel pour cette présentation. J'espère que le sujet est devenu un peu plus concret, y compris pour ceux qui connaissent relativement un peu le sujet. Je ne sais pas si d'ailleurs l'un ou l'autre a un commentaire rapide à faire sur ce qui a été dit par ailleurs. Voilà, quelque chose qu'il voudrait relever par rapport ou au financement, ou je vous laisse là me dire ou intervenir librement. Je ne sais pas si Anne, par exemple, toi qui t'occupes de climat par rapport à la biodiversité, si c'est vraiment des sujets que tu connectes, voilà, ou que tu as l'intention de connecter dans ton approche. En fait, ce qu'on constate à travers ces échanges-là, c'est que tout est lié. Voilà, aussi bien la partie climat en elle-même, la partie biodiversité, clairement, a des échanges avec le climat, le fait d'avoir des financements et des partenariats qui poussent dans ce sens-là. Enfin voilà, c'est très positif et en fait, je pense qu'on peut résumer ça par le mot écosystème, hein, tout simplement, aussi bien un écosystème, d'entreprises, partenaires financiers qu'un écosystème naturel, en fait. Et je pense que c'est l'ensemble qu'il faut prendre en compte. Ok, écosystème, ouais, un mot donc, y compris de plus en plus utilisé quand on parle d'écosystème RSE, c'est-à-dire en local. Oui. Pour revenir quelques mots sur l'ambition ou les missions de Planète RSE. Donc voilà, Planète RSE, c'est une association donc, qui essaie d'être au plus proche surtout des TPE-PME. Et on s'active beaucoup depuis quelques années pour créer justement cet écosystème. Et au travers en particulier des événements en dehors de l'outillage, on est partenaire du MEDEF de la commission RSE du MEDEF pour amener des outils, des choses assez concrètes à ceux qui veulent passer à l'action. On essaie aussi donc, de créer ces événements. Donc le grand procès le 30 septembre dont j'ai parlé, un autre événement que nous avons créé fin 2019 qui s'appelle Act for Climate, donc en collaboration avec d'autres structures qui pendant la COP25 a essayé de montrer quelles étaient justement les conséquences concrètes du sujet climat dans différents secteurs d'activité. Emmanuel est intervenu d'ailleurs à l'époque autour de la question du bâtiment, les bâtiments responsables. Et c'est clair que des fois, on peut découvrir des choses qu'on ignore sur l'artificialisation des sols et tout. Fait, tous ces êtres vivants, voilà, au niveau même des champignons, des choses qui participent à tout un tas de sujets énormes et qu'on ne prend absolument pas en compte parfois dans certains projets. Voilà, ça c'est important. Et surtout, à l'époque, j'insiste, ce qui nous avait frappé quand on avait organisé Actor Climate, d'ailleurs il va y avoir une édition numéro 2 pendant la COP26, toujours à Toulouse, c'est qu'on rencontrait régulièrement ce qu'on appelait les 10-15%, c'est-à-dire les 10-15% qui, dans chaque secteur d'activité, les 10-15% d'un peu de pionniers ou de gens particulièrement sensibilisés, particulièrement actifs, et qui développent parfois des choses vraiment très poussées, très intéressantes sur ces sujets dans leur domaine, mais qui ne rencontrent pas forcément leur équivalent, les 10-15% avec qui ils auraient intérêt à avoir des échanges, d'un autre secteur. Hein. Les gens du bâtiment nous disaient, pour certains, avoir développé des projets immobiliers extrêmement ambitieux au niveau de l'impact environnemental,
mais assez souvent, trop souvent, rencontrer des acteurs financiers qui étaient peu sensibles ou pas assez pointus pour juger de la qualité de leur projet. Et le lendemain, nous avions, parce que ça durait une semaine, des acteurs financiers qui nous disaient qu'ils étaient désolés, mais que souvent, on ne leur proposait pas des projets immobiliers qui étaient au niveau d'ambition qu'ils attendaient. Et donc, ces 10-15% qui ne se rencontrent pas forcément d'un secteur à l'autre, parce qu'ils ne sont pas obligés de se connaître, à nous de faire qu'ils aient des occasions de se rencontrer pour qu'on arrive à construire ensemble des projets qui, quelque part, permettent d'améliorer les choses petit à petit. Voilà. Normalement, je devais avoir donc un jeune homme qui devait nous retrouver, mais je ne vois pas sa trace, à moins qu'il se pointe maintenant. Il était très, très discret. Il est là. Il est là, mais voilà. Mais Cédric, il faudrait que il faut l'inviter. Voilà. Je ne sais pas si tu as la manie pour te mettre en scène, donc je vais te laisser. Thierry, je crois qu'on a une question. Oui, alors. Qui c'est qui pose une question? Je n'ai pas vu la question. C'est Thierry Coq qui dit merci pour vos interventions. Oui. Aujourd'hui, eLinks œuvre en ce sens en livrant des solutions de dématérialisation aux entreprises. Nous réduisons de façon majeure les impressions. Mais comment mettre en avant ce côté RSE chez nos prospects afin qu'ils puissent accélérer cette mutation, limitant les impressions papier? Ok, écoutez, je dirais à Thierry Coq que ce que je viens de raconter autour de Planète RSE, notre ambition de faire se rencontrer des acteurs qui ont chacun une partie, un rôle à jouer au profit des autres, mais que Thierry Coq n'hésite surtout pas à se rapprocher de Planète RSE, et on pourra voir ensemble comment le connecter, faire savoir, voilà, et le connecter dans sa spécialité avec d'autres acteurs. Voilà, on arrive, on n'est pas loin des 10 heures voilà, de fin de notre... Donc, je tenais absolument à ce qu'un jeune homme représentant quelque part ce fameux monde des startups, voilà, et un jeune homme que je suis ravi de retrouver aujourd'hui, qui se trouve être, bon, on va pas faire je vais juste introduire, il fait partie donc d'un dispositif, fait de ceux qui ont été accompagnés dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle les Entrepres, donc un dispositif qui existe et qui est relancé chaque année. C'était un trio, donc ce sont des jeunes étudiants qui sont accompagnés pendant un parcours de 6 mois par rapport à un projet de création d'entreprise. Et j'ai eu la chance, donc il se trouve avec Anna Bott, ici présente, qui était la coach et moi-même le parrain, de rencontrer ce trio. Donc aujourd'hui, il n'y a que Cédric, qui nous a parlé d'un projet dans le monde de l'agroalimentaire. Il se trouve qu'ils ont été lauréats des Entrepres Occitanie, que si les choses avaient été bien faites, ils auraient été même gagnants au niveau du concours national. Non, je rigole. Et ils ne sont pas passés loin. Et ils sont depuis, ils ont été accompagnés dans un incubateur à Purpan. Voilà, ils sont en pleine bourre, voilà, avec un autre prix. Je te remercie, Cédric, de nous retrouver une vie d'entrepreneur par rapport à la RSE. Tu n'as pas eu de chance, je t'ai beaucoup pris la tête là-dessus, mais de nous dire ce que tu as à nous dire. Voilà. Alors, tu as disparu en vidéo. Ouais, non, vous m'entendez bien? Bonjour à tous. Voilà, on ne te voit plus, mais on t'entend bien. Voilà. Normalement, vous devriez me voir. Déjà, enchanté. Du coup, moi, je suis Cédric. J'ai 23 ans et donc, avec mes 2 associés qui sont aussi mes amis de longue date, on a décidé de créer une entreprise qui s'appelle Mium. Et notre mission, c'est donc de mettre la gourmandise au service d'une meilleure alimentation. En fait, on s'attaque à tous les produits industriels standards qu'on peut consommer et en particulier les produits gourmands. Et on les reformule en lien avec le plan national nutrition santé, en réintégrant des matières premières qu'on n'a pas l'habitude de consommer dans notre alimentation, comme par exemple du haricot blanc, des fruits à coque. Et donc, pour être concret, on peut vous sortir des brownies, des cookies, qui vont avoir des intérêts nutritionnels bien supérieurs à ce qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc, on est toujours entre guillemets porteur de projet, on n'a pas créé officiellement l'entreprise, mais donc grâce à Thierry, la démarche RSE, on l'a donc intégrée à notre démarche globale de création d'entreprise très en amont, puisque là, au moment de rédiger les statuts, ça va déjà rentrer en compte. Pour nous, c'est surtout actuellement sur le pilier sociétal, avec notamment l'intérêt nutritionnel de nos produits. Mais comme on débute un peu, on sait aussi que la RSE, c'est plus que juste le sociétal, il y a aussi l'environnemental et le social. Et donc, l'intégration de l'ensemble de ces piliers pour nous, ça semblait incontournable aujourd'hui, notamment quand on est dans une création d'entreprise, d'intégrer ces enjeux-là.
Tu peux me dire, enfin, j'ai cru comprendre que dans certains des concours auxquels vous participez, ce sont des sujets. Tu te rends compte que les gens, les parties prenantes qui écoutent vos projets vous sollicitent ou se posent des questions sur ces sujets. Est-ce que tu peux confirmer? Oui, clairement. La semaine dernière, on a été donc à un concours d'innovation alimentaire qui s'appelle Ecotrophilia notamment. Et l'aspect, donc la relation entre nos produits et les politiques gouvernementales de santé publique, c'est quelque chose qu'on a beaucoup appuyé, nous, parce que c'est un des gros arguments qu'on met en avant. Et ça nous a permis déjà de remporter des prix, notamment le prix nutrition. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bien compris. Enfin, pas très bien compris, mais de mieux en mieux compris, ouais, clairement. Ok. Écoute, merci Cédric pour ce témoignage. Voilà, j'invite tous ceux qui nous écoutent ou qui verront ça en replay de suivre les aventures de Mium. Voilà, les excellents produits qu'on va bientôt retrouver dans toutes les bonnes boutiques, les bons supermarchés, les bons commerces. On espère. Voilà, et puis on se retrouve prochainement pour d'autres aventures avec la French Tech et compagnie. Donc, on va arriver au terme de cette présentation. Alors, déjà, désolé pour les problèmes visiblement de son qu'on a eu. Voilà, moi, j'ai essayé à mon niveau d'intervenir, mais là, malgré 1 an et demi ou 2 ans de visio, de machin, on est toujours visiblement confronté à des petits soucis. En plus, quand on change de plateforme ou d'outils, c'est parfois compliqué. Donc, désolé pour ça. Merci à ceux qui nous ont suivis et au plaisir de vous faire passer prochainement les supports de ces différents intervenants. Je vais m'en occuper. Merci donc au MEDEF, la commission RSE, Fabienne, qui n'est pas intervenue, mais qui est toujours présente et qui poursuit les aventures et surtout qui accompagne avec Planète RSE tout ce qu'on peut faire au niveau du MEDEF. À mes amis du CJD, je sais qu'il y en avait parmi eux qui étaient dans le public. Également, merci à Sicoval, donc au Sicoval et en particulier Laetitia Bercadieu, de Prologue, qui nous avait invités à organiser ce webinaire, et sachant que nous avons, à partir de la rentrée, tout un tas d'autres projets de discussion, d'échange sur ces sujets avec le Sicoval. Clairement, la RSE, c'est un sujet qui monte en puissance, qui est très vaste. On ne peut pas l'adresser rapidement en 1 heure de traiter tous les sujets. J'espère qu'aujourd'hui, on vous a donné quelques éléments assez concrets, quelques points de repère pour passer à l'acte. Et donc, vous avez des organisations professionnelles, des associations qui peuvent vous aider, et surtout donc, des professionnels, pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés de façon professionnelle, et même donc des entreprises qui d'ores et déjà vous proposent SolarPaint, des choses extrêmement concrètes. Tout ça dans un environnement, clairement, on avait fait un webinaire sur le sujet début mai. Au niveau des financements, Anne en reparlait, BPI France, l'ADEME, il y a des subventions, il y a des aides, il y a des prêts bonifiés, il y a tout un tas de choses. Franchement, au niveau des freins, quand on regarde bien, ils sont quand même limités. Et même pour ces freins, il y a moyen d'être accompagné pour les faire sauter. Voilà. Donc, le message aux uns aux autres, c'est n'hésitez pas à franchir un cap et d'avancer. Il y a quand même beaucoup de solutions pour ne pas en rester aux belles intentions. Voilà. Merci encore une fois à toutes les intervenantes. Vous voyez, un grand plateau essentiellement féminin. Je suis ravi parce que parfois on reproche aux événements d'être très masculins. Là, par Cédric et moi-même, là on n'était pas en parité. D'ailleurs, on va se plaindre qu'on n'était pas à nombre égal. Merci à tous. Bonne continuation. Je m'occupe de récupérer les supports et de les faire circuler. Et donc, cet événement sera en replay incessamment sous peu grâce au MEDEF. Voilà, donc les personnes que vous connaissez qui auraient raté l'événement, vous pourrez leur faire passer le lien. Encore une fois, merci. Bonne journée à tous et à très bientôt pour des actions RSE. Au revoir. Merci. Au revoir.